Bon, merci donc d'avoir accepté notre invitation. Donc vous êtes tous les deux les bienvenus et nos remerciements s'adressent bien entendu à vous deux. Bon, je ne vais pas vous redire quel est le, le bien fondé de ce que je crois être le bien fondé de notre mission. Voilà, c'est comme au théâtre, c'est comme au théâtre, hein. Ici, c'est extrêmement bien rythmé. Monsieur, il n'y a pas encore les portes qui claquent. Voilà. Donc, notre rapporteur nous rejoint. Alors, deux mots peut-être pour vous accueillir. Donc, la Cour des comptes a produit de nombreux travaux sur la question qui nous préoccupe particulièrement, le régime d'indemnisation du chômage dit des intermittents du spectacle. Elle l'a évoqué dans son récent rapport public thématique sur les politiques du marché du travail, et ça n'est pas passé inaperçu. Un chapitre spécifique qui a été consacré dans le rapport public annuel de 2012, et avant cela dans vos rapports publics annuels de 1983, 1993, 2002 et 2007. C'est donc dire que vous n'êtes pas étranger à cette réflexion, vous y mettez même une certaine constance, dont nous vous félicitons. Alors, si vous en étiez d'accord, vous pourriez peut-être un peu nous dire, pendant quelques dizaines de minutes, quel est votre sentiment, enfin, quelle analyse vous faites, quelles recommandations éventuellement vous nous conseilleriez de reprendre, au terme de quoi Jean-Patrick Gilles, notre rapporteur, aura sûrement quelques questions complémentaires à vous poser. Monsieur le Président, d'abord, permettez-moi de vous présenter à nouveau les excuses de Madame Froment-Meurice, la présidente de la 5e Chambre, qui n'a pas pu être présente à cette audition, qui m'a demandé de la représenter. Donc, je suis Monsieur David Virville et je suis conseiller maître et j'ai été président de section à la 5e Chambre et elle m'a demandé de la suppléer. Et je suis accompagné de Christophe Strassel, qui est conseiller référendaire, qui a beaucoup travaillé sur cette question et qui sera en mesure de répondre à l'ensemble de vos interrogations. Quelques mots pour situer un sujet qui effectivement a retenu de façon répétée l'attention de la Cour des comptes, puisque dans les années récentes, vous les avez évoquées, 4 communications étaient faites par le canal des rapports publics en 2003, en 2007, en 2008 et en 2012. 2007 également, oui. Qu'est-ce qui justifie la permanence de cette attention? Le premier élément qui le justifie, c'est l'importance du déficit du régime des intermittents du spectacle, puisqu'il est en gros d'1 milliard d'euros. Et il n'est pas sans intérêt de comparer les dépenses de ce régime avec son déficit. Les dépenses du régime, c'est en 2011 1 milliard 270 millions d'euros. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est un régime qui sert des prestations, mais qui est très largement en déficit, et donc dont le fonctionnement, en fait, consiste à prélever des ressources sur le régime d'assurance chômage. On peut observer, pour continuer de chiffrer l'importance du problème, que, en moyenne, au cours des 3 dernières années, ce déficit a représenté un tiers du déficit global du régime d'assurance chômage. Un tiers du déficit global. Donc ce n'est pas du tout un problème négligeable par rapport à l'équilibre d'ensemble du régime d'assurance chômage. Un tiers du déficit global doit être approché du pourcentage que représentent les allocataires. Les allocataires du régime des intermittents du spectacle, c'est 3% de l'ensemble des allocataires. 3% de l'ensemble des allocataires, un tiers du déficit. Et enfin, dernière manière de chiffrer, si on fait la somme sur les 10 années qui ont précédé 2010, le déficit cumulé du régime des intermittents du spectacle, c'est le déficit cumulé de l'assurance chômage en 2010. Je vous accorde que le choix de l'année 2010 on n'aurait pas le même résultat si on prenait une autre année, parce que l'année 2010 n'est pas le déficit de l'UNEDIC n'a pas encore beaucoup augmenté comme il l'a fait sur les dernières années. Et donc, mais c'est quand même un résultat tout à fait appréciable. Ça veut dire que
en dehors du déficit de ce régime, le régime d'assurance chômage aurait été à l'équilibre en 2010 si, enfin, aurait été non endetté en dehors du déficit propre à celui de ce régime. Donc voilà la première raison de notre attention, c'est l'importance. La Cour n'a jamais remis en cause l'idée de solidarité, l'idée que le régime d'assurance chômage, c'est un régime dans lequel les salariés les plus stables et les entreprises qui les emploient payent pour assurer la couverture des salariés les plus fragiles. C'est le principe même du fonctionnement de ce régime né après la guerre. Et donc, ce point n'est pas du tout en cause, bien entendu. Et dans ces insertions, la Cour n'a jamais non plus mis en cause le fait que dans des professions qui peuvent présenter une intermittence particulièrement importante, il puisse y avoir des règles spécifiques qui s'appliquent à ces populations. Et dans aucune des insertions de la Cour n'a critiqué en soi le fait que des règles spécifiques soient appliquées aux professions du spectacle. Mais encore faut-il que cette solidarité s'exerce d'une manière qui soit mesurée, qui préserve l'équilibre de l'ensemble du régime, et telle n'est pas la situation aujourd'hui. Une deuxième raison qui motive la Cour à s'occuper de cette question, c'est l'inertie du problème. Depuis la réforme de 2003, ce régime n'a pratiquement pas évolué de façon significative. Donc voilà 10 ans que ce régime ne s'est pas transformé. Si on compare ce qui s'est produit pour le régime d'assurance chômage parallèlement, on a eu 4 transformations du régime d'assurance chômage. Alors certaines d'entre elles sont plus des adaptations que des transformations radicales, mais parmi les 4 transformations que le régime d'assurance chômage a connues, il y en a eu de très significatives. Et c'est bien naturel. Le marché du travail, c'est une réalité vivante qui se transforme. Il y a des crises, il y a des moments au contraire de dynamisme économique. Il est tout à fait logique que les règles s'adaptent à cette situation. La capacité des partenaires sociaux à s'adapter, c'est un élément essentiel de la vie du régime. On ne constate pas cette situation pour le régime des intermittents du spectacle. Et donc voilà une deuxième raison pour laquelle la Cour s'est intéressée à ce régime. Et puis la troisième raison, c'est que quand on regarde le fonctionnement du régime de façon plus précise, on constate qu'il y a véritablement un problème d'équité. Il y a un chiffre qui est peut-être le plus significatif à mes yeux pour poser la question au fond, c'est le ratio entre les dépenses et les allocations. Rapport entre dépenses et allocations. Le ratio dépenses-allocations pour les intermittents du spectacle, c'est 5 fois. Il y a 5 fois plus de dépenses que d'allocations. Pour les intérimaires, 5 fois plus d'indemnités servies que de cotisations perçues. Pour les intérimaires, qui est une population qu'on peut comparer, puisque ce sont, comme les intermittents du spectacle, par définition, des gens dont la situation d'emploi est temporaire. Donc, quand ils ne travaillent pas, ils touchent des allocations, mais ils ne cotisent plus. 2,5 fois. 2 fois moins. Pour les contrats à durée déterminée, pour autant qu'on arrive à reconstituer les mêmes indicateurs, on est probablement un peu au-dessus de 3. Évidemment, c'est un petit peu plus difficile puisque c'est une population qui est à l'intérieur du régime général et mélangée avec le régime général. Mais quand on essaye de faire le calcul, on arriverait à 3,6. Le chiffre est un peu moins établi. Mais vous voyez qu'il y a véritablement un très gros décalage entre le rapport entre les allocations perçues, les indemnités perçues et les cotisations prélevées. En outre, c'est une population qui est une population fermée et une population stable. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui reprennent une activité, mais quand on mesure ce que sont les sorties effectives du régime, ces sorties sont
peu nombreuses. En 2011, le calcul que nous avons fait conduit à penser qu'il y a une dizaine de pourcents des allocataires qui ont quitté le régime de façon, enfin, ce que nous qualifions de définitive, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y rentrer ultérieurement, mais disons qu'ils ont véritablement quitté le régime. Alors qu'il y a des entrées, et j'ajoute que ce n'est pas du tout une population qui est une population en décroissance. Autre chiffre qui, je crois, est assez intéressant à prendre en compte, c'est le rapport entre les allocations servies et les salaires perçus. Quand on regarde combien perd un allocataire quand il passe au chômage, en règle générale, un allocataire perd 50% de son revenu quand il passe au chômage, pour l'ensemble du régime d'assurance chômage. Dans le cas des intermittents du spectacle, c'est 30%. Donc on voit bien que c'est un régime qui est caractérisé par une couverture du risque chômage qui est nettement plus élevée. J'ajoute que c'est un régime, comme vous le savez, la procédure d'inscription est une procédure déclarative. Donc, en accumulant ce faisceau d'indices, et c'est la troisième raison pour laquelle la Cour s'est intéressée particulièrement à ce régime, on voit bien qu'il y a là un régime fermé, stable, avec une couverture qui est une couverture en termes de niveau des allocations servies qui est exceptionnelle, et du coup, un ratio entre les cotisations et les allocations qui est très significativement favorable, pratiquement 2 fois, par rapport à celui des populations précaires indemnisées par le régime. Dans une situation où ce déficit des intermittents est permanent, elle s'inscrit maintenant dans une situation globale du régime d'assurance chômage qui est tout à fait préoccupante. Vous avez vu, puisque l'UNEDIC vient de publier ses prévisions de déficit pour l'année à venir, pour l'année actuelle, pour l'année 2013, le déficit prévu à l'heure actuelle est de 18 milliards d'euros et il serait en augmentation de 5 milliards. L'endettement du régime serait de 18 milliards d'euros et en augmentation de 5 milliards, donc 5 milliards de déficit pour cette année. C'est évidemment des circonstances qui ne conduisent pas à relâcher notre attention. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur. Monsieur Strassel, pas de... Bon, merci. Alors, monsieur le rapporteur. Bon, vous nous avez rappelé les points essentiels, et donc, comme vous l'avez dit, que vous nous rappelez régulièrement. Et en même temps, je ne vais pas dire que c'est un peu simpliste comme analyse, mais je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin. Vous l'avez dit d'un certain point de vue, le rôle d'une assurance chômage, c'est une forme de solidarité. Donc, il est évident que le régime le régime qui n'en est pas là, mais la partie qui concerne les publics qui sont dans les contrats les plus courts, c'est là que se font les déséquilibres. Vous l'avez reconnu. Alors, est-ce que vous pensez, pour poursuivre votre analyse, qu'il y aurait comment on pourrait dire ça, un niveau raisonnable du déficit? Il y a un point. Il y a un point qui est tout à fait évident. Un régime qui concerne des personnes qui sont structurellement en situation d'intermittence, comme le sont les intérimaires, est structurellement en déficit. C'est naturel puisque les cotisations, le principe même de solidarité, c'est que ces régimes, disons, les populations qui sont des populations intermittentes sont en déficit, ce déficit étant couvert par le fonctionnement du régime pour ce qui est des contrats à durée indéterminée. Ça, en soi, c'est pas ça qui est l'objet de notre attention et de notre critique. Ce qui est l'objet de notre attention et de notre critique, c'est un déficit qui représente un tiers du déficit global du régime, alors qu'il y a 3... On a bien compris, mais ça dépend des années. Pour cette année, si on voit les prévisions, il ne représentera que 20%. Ce n'est pas lié au déficit, c'est lié à l'évolution du reste. Donc c'est qu'une proportion.
Le déficit semble relativement stabilisé, parce qu'on pourrait avoir cette inquiétude-là. Je pense que c'était ça d'ailleurs qui motivait aussi au départ vos remarques. Dire est-ce qu'il n'est pas en train de filer? Il est en train d'augmenter. Mais bon, ma question, c'est de dire, une fois qu'on a dit tout ça, ce que vous avez dit, qu'on connaît, est-ce que vous avez une estimation de c'est normal que ça soit déficitaire, mais à partir de quand on exagère, si je puis dire. Et je vais compléter ma question par des aspects techniques qui nous interrogent beaucoup. C'est que nous, on essaie de recouper entre l'UNEDIC, des chiffres, Pôle emploi, qui apporte des chiffres aussi. Et puis hier, nous avons auditionné la Caisse des congés, qui eux aussi ont des chiffres intéressants. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés à... Bon, on commence à voir, nous, comment tout cela s'articule, parce qu'ils ne sont pas tout à fait les mêmes, parce qu'ils ne parlent pas tout à fait de la même chose, mais on commence à cerner le sujet. Donc, je voulais savoir si vous aviez eu, vous, des difficultés sur ce sujet-là. Je reviens et je reviens quand même sur mon idée de est-ce qu'il faut changer le système, parce que on entend bien vos remarques, pour ne pas dire critiques. Est-ce qu'il faut changer le système ou est-ce qu'il faut essayer de le stabiliser à un niveau de déficit acceptable au regard de ce qu'est l'assurance chômage ou d'autres considérations? Je vais demander à Christophe Strassel de répondre à votre question sur les sources. Par rapport à la question plus générale que vous avez posée, je pense que parmi les chiffres que j'ai cités, celui qui est pertinent par rapport à votre réponse, c'est le ratio entre les allocations versées et les cotisations perçues. La comparaison par rapport au régime de l'intérim est une comparaison qui, encore une fois, m'apparaît techniquement légitime. Il est tout à fait anormal qu'on ait un ratio cotisation-allocation qui soit le double pour les intermittents du spectacle de ce qu'il est pour l'intérim. Ça, mais alors, c'est une mesure du caractère tout à fait dérogatoire du fonctionnement de ce régime. Alors, cela dit, je pense qu'il est utile que Christophe Strassel réponde à la deuxième partie de votre question. Oui, merci. Même peut-être un complément à la première partie de la question, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur. Il me semble que la Cour n'est pas l'institution la plus légitime à fixer le niveau du déficit souhaitable, hein. Mais la Cour peut donner aux partenaires sociaux qui déterminent les règles du régime, et notamment les règles applicables aux intermittents des annexes 8 et 10, un certain nombre d'indications sur l'intensité de la solidarité interprofessionnelle telle qu'elle s'exerce aujourd'hui dans le cadre des règles existantes. Et l'intensité de la solidarité interprofessionnelle, on peut le voir, et comme l'a dit Michel de Virville, elle est 2 fois plus importante pour les intermittents que pour les intérimaires. Et au fond, c'est ça le chiffre qui interroge. Est-ce qu'il est souhaitable, légitime, que la solidarité interprofessionnelle par individu soit 2 fois plus importante pour les intermittents que pour les intérimaires? C'est cette question-là que la Cour pose, sans pouvoir donner... Alors, poursuivons. Si vous avez anticipé mes questions, donc moi je vais plus loin. Est-ce que du coup vous pensez qu'il faudrait envisager un basculement, puisque vous prenez la référence de l'annexe 4, alors allons au fond du raisonnement. Est-ce qu'il ne faut pas basculer les annexes 8 et 10 sur l'annexe 4 qui vous paraît avoir un meilleur fonctionnement ou un meilleur ratio? Enfin, on peut penser qu'un meilleur ratio vient d'une meilleure organisation. Peut-être nuancer, peut-être une réflexion, encore je ne la fais pas l'autre, hein, je lance des hypothèses sur un basculement de l'annexe 8, c'est-à-dire des questions des techniciens. Effectivement, la Cour, dans ses recommandations, a préconisé non pas un basculement dans l'annexe 4, mais un rapprochement de la situation de certains des bénéficiaires de l'annexe 8, des règles applicables aux intérimaires, donc des règles de l'annexe 4. Donc les recommandations de la Cour, telles qu'elles sont formulées aujourd'hui, elles ne concernent pas l'ensemble des annexes 8 et 10,
On reconnaît tout à fait que les artistes de l'annexe 10 n'exercent pas, au regard de leur nombre et de l'évolution de leurs caractéristiques, une pression trop forte sur la solidarité interprofessionnelle. En revanche, il nous semble que la question des techniciens, et notamment ceux d'entre eux qui travaillent le plus dans des conditions qui se rapprochent de celles, non pas d'un intérimaire, mais même d'un contrat à temps plein, est davantage problématique. Et que c'est ce sujet-là qui est de nature à appeler peut-être un certain nombre d'évolutions. Donc, je crois que la question de la distinction aujourd'hui entre la situation des bénéficiaires de l'annexe 8 et des bénéficiaires de l'annexe 10, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement important qui structure d'ailleurs une partie de nos propositions. Juste peut-être une indication qui est dans le domaine public sur l'évolution des effectifs. En 2002, les effectifs d'intermittents indemnisés au moins une fois dans l'année étaient de 103 000 au total. Sur ces 103 000, il y avait 35 700 bénéficiaires de l'annexe 8, donc 35 700 techniciens, et il y avait 67 500 annexe 10, donc artistes. En 2011, comment se présente la situation? Nous avons 108 000 personnes indemnisées. Donc on peut effectivement penser que la réforme de 2003 a réussi à stabiliser l'évolution du nombre qui est devenu modeste. Mais cette stabilité globale masque une évolution extrêmement importante à l'intérieur des effectifs, puisque nous avons désormais 58 000 bénéficiaires de l'annexe 8 et seulement 50 000 bénéficiaires de l'annexe 10. Autrement dit, le nombre des artistes s'est réduit de 17 000, alors que le nombre des techniciens indemnisés progressait de 23 000. C'est quelque chose de parfaitement considérable et qui montre une évolution importante de la structure du régime, de la façon dont il est utilisé. Aujourd'hui, les artistes consomment, entre guillemets, beaucoup plus d'heures d'intermittence que les artistes. Et on peut penser que la réforme de 2003 a conduit à évincer, en tous les cas à réduire le nombre des bénéficiaires de l'annexe 10, donc des artistes, alors même qu'elle n'a pas stoppé l'évolution du nombre des techniciens indemnisés. Alors, dans la mesure où, par ailleurs, on peut constater que ces techniciens ont des horaires de travail plus longs, on voit que sur les durées d'affiliation, ils ont un nombre d'heures nettement plus élevé que celui des artistes, qu'ils ont moins de difficultés donc à accéder au régime et à dépasser le seuil fatidique des 507 heures qui permet d'accéder au régime des annexes 8 et 10. Dans la mesure où on voit aussi que leur niveau d'indemnisation est supérieur, parce que non seulement ils ont des durées de travail plus longues, mais en plus des salaires relativement plus élevés, on peut se demander si cette évolution ne doit pas conduire à réviser pour cette population spécifique-là les règles existantes. Bien, je crois que c'est un non, c'est un peu la question dite de la permittence, parce que, M. Duverville, vous disiez tout à l'heure, le taux de remplacement, le régime général 50%, ce régime-là, enfin la baisse du revenu 50%, c'est presque une naïveté, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un revenu de remplacement, on est dans un revenu de complément, en tout cas pour les publics que vous évoquez là, c'est pas une baisse, j'allais presque dire pas une augmentation du revenu, mais c'est une part constitutive du revenu, donc peut-être poursuivre votre réflexion donc, sur la question de ce qu'on appelle de la permittence que vous avez décrit. Personne, notamment, on va aller voir ça, c'est l'audition qui suit, l'audiovisuel, c'est connu. Mais quelle est votre réflexion? Est-ce que vous avez des données chiffrées? Parce que tout le monde voit bien le phénomène, tout le monde peut produire des exemples vivants, mais est-ce que vous avez réussi à quantifier, à repérer clairement la situation de cette permittence et qu'est-ce que vous proposeriez comme solution? Vous pouvez considérer que c'est une naïveté. Je trouve que c'est quand même un chiffre global qui mérite d'être pris en compte, que cet écart entre le fonctionnement global du régime et celui de ce régime très particulier. Il y a un autre chiffre global sur lequel je pense on peut méditer et qui a toujours trait au phénomène de la permittence que vous évoquez, c'est celui de la consommation des allocations par rapport aux droits. Quand on calcule pour les bénéficiaires la fraction des droits auxquels ils sont éligibles qu'ils consomment, on trouve pour le régime d'assurance chômage des taux qui sont de l'ordre d'une 50aine de % la plupart du temps. Pour ce régime, la consommation des droits, c'est 99%. Ça aussi, c'est un indicateur assez significatif, à
mes yeux, de cette situation de permis. J'ai pas bien compris comment vous calculez. Un allocataire épuise la totalité de ses droits avant de reprendre une activité. Ce qui n'est pas C'est les droits rechargeables avant l'heure. plus que les droits rechargeables, c'est le fait que il est quand même probable que pour une partie des allocataires, le positionnement des périodes d'activité est un positionnement qui concourt au fait que les droits soient effectivement épuisés. Alors, sur la question spécifique de la permittence, la Cour avait chiffré l'importance du phénomène en 2007. Alors évidemment, les chiffres sont désormais un petit peu anciens, mais dans la mesure où les règles qui régissent le régime n'ont pas évolué, on peut penser que la situation, elle non plus, n'a pas énormément changé. En 2007, ce que la Cour avait déterminé, c'est que les personnes qui travaillent auprès d'un même employeur pour la totalité de leur période de travail déclarée. On peut penser là que ça se rapproche de la permittance. Avoir un seul employeur sur des durées de travail longues, c'est quelque chose qui s'assimile à une relation de travail durable, représentait 15% des effectifs du régime. 15% des effectifs du régime, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. On était allé un petit peu plus loin en prenant une définition plus large du phénomène, en disant finalement on pourrait considérer comme rentrant dans le cadre de la permittance les intermittents qui travaillent plus de 70% de leur temps chez un même employeur. Et là on trouve que le taux monte à 42% des effectifs. Et alors, ce qui est très très significatif et qui renforce ce que je disais tout à l'heure, c'est que à ce taux de 70% chez un même employeur, vous avez 71% des techniciens et 39% des artistes. Donc on voit que la permittance, si on veut qualifier le phénomène quantitativement, elle concerne quand même beaucoup plus et beaucoup plus fréquemment les techniciens, ce qui n'est pas du tout un motif de surprise, que les artistes. Donc voilà. Et pour l'ensemble de ce volume, si on retient la barre de 70% chez un même employeur, on avait constaté que ça aboutissait à un volume financier pour un impact financier sur le régime d'assurance chômage qui était de l'ordre de 200 millions d'euros. C'est pas pour vous embêter, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous avez des difficultés soit sur les accès aux chiffres, soit sur les corroborés, etc. Alors, les chiffres sur lesquels nous nous sommes fondés sont, pour les études les plus anciennes, celles de l'UNEDIC, quand l'UNEDIC avait directement la main sur la gestion du régime, puis aujourd'hui celles de Pôle emploi. Pour s'intéresser à la question de l'assurance chômage elle-même, les chiffres de Pôle emploi sont tout à fait suffisants, ils sont exhaustifs, et surtout, on peut demander des extractions de chiffres qui nous donnent une vision assez exacte de la situation de chacun d'entre eux, de chacun des bénéficiaires du régime. La Cour des comptes avait demandé, par exemple, à reconstituer les revenus globaux des bénéficiaires des annexes 8 et 10 en obtenant d'une part les salaires déclarés, puisque pour avoir droit à une indemnité, il faut déclarer des salaires, et puis d'autre part les indemnités perçues, ce qui avait permis d'avoir une vision certes approximative, parce que l'indemnisation et les salaires d'activité n'épuisent pas nécessairement l'ensemble des revenus d'une personne. On peut avoir d'autres sources de revenus, des droits d'auteur ou d'autres choses qui ne sont pas prises en compte là. Mais enfin, ça permettait d'avoir une photo de ce que sont les revenus des intermittents en moyenne. D'ailleurs, à l'époque, c'était dans l'étude que nous avions faite en 2007, puis actualisée ensuite, on voyait que 70% des intermittents avaient des revenus annuels, donc indemnités et salaires cumulés au-delà de 18 000 euros. On avait pu voir que pour plus de la moitié des intermittents, les revenus tirés des indemnités représentaient plus de la moitié du total. Et ça, c'était quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui est en évolution. Si on regardait la même chose 10 ans auparavant, ce qu'on avait fait à l'époque, on voyait que c'était très différent et que les revenus d'activité, à l'époque, dans les années 90, étaient supérieurs
supérieurs aux revenus tirés des indemnités. C'est quelque chose qui n'est pas du tout neutre pour la situation des intermittents, parce que certes, sur le moment, ça permet de maintenir les revenus, mais quand on en arrive à la question des retraites, qui est une question importante dans une population dont on a dit tout à l'heure qu'elle était fermée et dont l'âge moyen ne cesse d'augmenter. Eh bien, les périodes de chômage ne sont pas prises en compte dans le calcul des retraites. Et on aboutit aujourd'hui à des retraites pour les intermittents qui sont très inférieures à ce qu'elles étaient il y a 10 ou 15 ans. Donc on est dans un système qui est aussi un système pervers où, en faisant augmenter la part de l'indemnisation dans le total du revenu, on fait diminuer un certain nombre de droits sociaux et notamment celui à la retraite. Alors évidemment, ces chiffres ne permettent pas d'aborder toute la réalité. D'abord, ils ne permettent pas de connaître le nombre exact de gens qui sont dans l'intermittence. On voit bien que pour avoir une photo plus globale, il faut aller chercher les chiffres de la Caisse des congés spectacles. Par ailleurs, la Caisse des congés spectacles n'a pas exactement le même périmètre d'activité. Mais je dirais que, certes, il y a des artefacts statistiques, c'est parfois difficile d'avoir une vision très très fine et très exacte de l'ensemble de la population, mais les données dont on dispose à Pôle emploi, qui sont nos principales sources d'analyse, nous semblent aujourd'hui suffisantes pour poser un diagnostic. Alors, Monsieur Rogemont souhaitait vous interpeller. Monsieur le Président, de me donner la parole, c'est vraiment très courtois de votre part. Votre café est terminé. Oula, bon. On attrape la crève ici, en intermittence. Non, la description que vous avez faite pour l'évolution des annexes 8 et 10 est intéressante et c'est quelque chose que nous avons depuis déjà quelques temps et elle nous interroge, bien entendu. Notamment quand vous évoquez, par exemple, le poids de l'indemnisation dans les revenus globaux des personnes. On voit bien que pour les techniciens, c'est plutôt stable, voire ça décroît, alors que pour les artistes, ça ne fait que croître. Donc ça veut dire qu'il y a un dispositif un peu particulier relativement à l'usage qui peut être fait des annexes 8 et 10 par les techniciens. Puisque si je vois bien comment en 2004, sur l'annexe 10, les allocations représentaient 52% des ressources des personnes, et qu'en 2009, donc 5 ans après, oui, je sais pas, j'ai toujours un mal avec les intervalles, vous corrigerez, d'accord, 58%. Alors même que pour l'annexe 8, ça décroît de l'ordre de 1%, entre 48 et 47, disons que c'est stable et machin. Donc à partir de là, l'idée d'avoir un regard distinct entre les deux, les deux annexes ne peut pas ne pas se poser parce que cette évolution doit nous interroger et nous interroge, quoi. Alors par rapport à ça, comment vous voyez cela? Parce que ce que vous avez dit est juste, c'est-à-dire qu'il y a quand même l'annexe 8 à récupérer, enfin au moment où les transferts se sont faits, quoi. L'annexe 8 coûte de plus en plus cher, l'annexe rapportée à la masse des deux, l'annexe 8 coûte de plus en plus cher, l'annexe 10 de moins en moins cher, et en même temps, ça représente pour les personnes, l'annexe 10, des revenus de plus en plus importants. Donc on a l'impression d'une paupérisation des personnes qui sont à l'annexe 10, lorsque, si tant est qu'il y a une paupérisation pour l'annexe 8, elle serait moins sensible. Comment on peut aborder différemment ces deux annexes, si tant est qu'il y a à le faire? Oui, là encore, la Cour trace des orientations. Elle ne peut évidemment pas se substituer à la réflexion des partenaires sociaux qui sont gestionnaires du régime. Alors, l'évolution que vous mentionnez concernant la baisse de la part des revenus d'activité dans le total des revenus des bénéficiaires de l'annexe 10 est effectivement un phénomène marqué au cours des 10 dernières années, et il tient simplement au fait que l'activité des artistes est de moins en moins soutenue. En fait, quand dans la totalité d'une période de référence, on a moins d'activité, on a mécaniquement une part des indemnisations qui augmente. Et c'est là qu'on peut voir la distinction avec les techniciens de l'annexe 8, qui, eux, ayant un flux d'activité plus régulier, peuvent avoir un partage entre indemnité et revenus d'activité qui est plus favorable.
D'où la question que vous mentionnez de distinguer davantage. Dans la mesure où il semble bien que, malgré l'importance de la réforme de 2003, qui avait déjà distingué la situation des techniciens et des artistes, en demandant d'avoir les fameuses 507 heures d'activité sur une période de référence plus courte pour les techniciens que pour les artistes. Alors évidemment, la distinction est quand même relativement faible. Pour les techniciens, comme vous le savez, la période de référence est de 10 mois, alors que pour les artistes, elle est de 10 mois et demi. Bon, alors pour les deux, dans le régime antérieur à 2003, c'était 12 mois de période de référence. Bon, on voit que malgré cette évolution défavorable en termes de droit, les techniciens ont réussi à s'adapter sans trop de difficultés, que leur durée d'affiliation moyenne est aujourd'hui de 720 heures, contre 630 pour les artistes. Et quand on regarde ceux qui sont vraiment dans la tranche la plus fragile, immédiatement au voisinage des 507 heures, entre 507 et 530 heures, on trouve que dans cette tranche, on a à peu près 35% des bénéficiaires de l'annexe 10, alors qu'on a environ 15% des bénéficiaires de l'annexe 10, de l'annexe 8. Donc les techniciens qui sont... Oui, pardon. Excusez-moi, j'ai sans doute été trop rapide. Donc, je disais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant à regarder, c'est qui est au voisinage du seuil d'indemnisation, donc 507 heures sur la période de référence. Si vous prenez les allocataires qui obtiennent des droits chaque année, et qui sont avec une période d'affiliation comprise entre 507 et 530. Là, vous voyez vraiment les gens précaires qui ont du mal à accéder au régime des intermittents. Eh bien, dans cette catégorie de 507 à 530 heures, vous trouvez 35% des artistes. Vous trouvez que 15% des techniciens. Ça montre que les techniciens ont beaucoup moins de mal à avoir le nombre d'heures requises pour rentrer dans le régime que les artistes. Et que ces techniciens, comme je le disais tout à l'heure, se sont mieux adaptés aux changements réglementaires simplement parce que leur flux d'activité est plus régulier. Ça renvoie à des considérations sur le fonctionnement du marché du travail de ces deux catégories de salariés qui est très distinct. Pour un artiste, les effets de notoriété, les effets de réussite sont extrêmement importants et l'activité est varie en fonction de l'image qu'ils peuvent avoir. En revanche, pour un technicien, les flux d'activité sont plus réguliers. Il suffit d'avoir une compétence reconnue par le milieu professionnel qui est quand même d'une nature assez différente de la notoriété d'un artiste, avec des parcours de travail qui sont quand même beaucoup moins précaires et beaucoup moins risqués que ceux auxquels s'exposent les bénéficiaires de l'annexe 10. Et c'est ces différences sociologiques là aussi qui me semblent devoir entraîner une différenciation plus forte des règles applicables aux deux catégories de bénéficiaires. Alors comment différencier davantage? Les paramètres sont nombreux. On peut penser à la période de référence qui avait déjà été l'objet de la réforme de 2003. On peut penser au nombre d'heures du seuil. On peut penser aux modalités de calcul des périodes de travail. Peu importe le paramètre, mais réfléchir à ces paramètres en faisant en sorte que la réforme, si jamais elle a lieu, ne frappe pas les plus faibles, ceux qui sont au voisinage des 507 heures, mais essaye plutôt d'inciter à l'inscription dans des contrats durables de ceux qui sont de facto déjà dans une situation de travail durable et qui ne sont que en apparence et pour des raisons de réduction des coûts des employeurs dans le régime de l'intermittence, c'est quelque chose qui nous semble devoir être poursuivi. Si je peux m'y autoriser, à peine. Il me paraît, il faut bien voir comment le problème se pose. Il y a, on le voit bien dans la population, des catégories qui sont différentes. On a évoqué la permittence, et Christophe Strassel vient de donner un certain nombre de chiffres sur les estimations que nous avions faites en 2007 sur le sujet. On voit bien qu'il y a dans la population aussi des gens qui sont des intérimaires au sens classique du terme. Et puis, il y a des gens pour qui le régime spécifique des intermittents a probablement été assez judicieusement préparé. Donc, il y a ces trois catégories. Il n'y a aucun doute que les deux régimes ont un mix différent de ces trois catégories. La proportion de ces trois catégories dans les deux régimes est différente. Ce qui fait
la spécificité du régime et son déséquilibre par rapport au régime d'assurance chômage, qui crée cette situation de solidarité déséquilibrée, c'est la présence de la permittence. Et donc, il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les mécanismes à mettre en place, mais un mécanisme qui ne traiterait pas ce problème de la permittence est un mécanisme qui ne va pas résoudre véritablement l'équilibre légitime de la solidarité à l'intérieur de ce régime. Justement, une des préconisations que vous faites, c'est anticipé d'ailleurs des débats qui ont eu lieu récemment, c'est une forme de modulation des cotisations, voire de surcotisation. Alors, est-ce que vous pouvez concrètement nous expliquer quel est le dispositif que vous envisageriez de conseiller aux partenaires sociaux? Et alors, effectivement, depuis son travail de 2007 sur le sujet, la Cour des comptes recommande régulièrement, peut-être trop, le passage à une autre logique de cotisation qui serait fondée sur l'idée d'une variabilisation du taux de cotisation en fonction du recours qu'ont les différents employeurs au système de l'intermittence. L'idée de fond, c'est de dire, un petit peu comme pour les accidents du travail, eh bien, ceux qui tirent le plus sur le système sont ceux qui doivent avoir les taux de cotisation les plus élevés. Et ceci afin que pour les secteurs qui utilisent de manière massive, et on pense évidemment à l'audiovisuel, le système de l'intermittence, eh bien ce système soit moins intéressant, moins incitatif économiquement, et que les employeurs en question soient incités plutôt à préférer l'emploi stable, les formes d'emploi stable, et notamment le contrat à durée indéterminée. Donc il s'agit de modifier le sens des incitations à travers cette variabilisation. Alors qu'aujourd'hui, le système, c'est un système à taux uniforme. Alors certes, depuis 2003, le taux de cotisation des employeurs à l'assurance chômage a été doublé par rapport au taux de droit commun, et il est de 7% dans le régime des intermittents contre la moitié dans le régime de droit commun, mais il s'applique uniformément à l'ensemble des employeurs, que cet employeur soit un employeur de spectacle qui fasse 1 ou 2 spectacles par an, ou qu'il s'agisse d'une société de production audiovisuelle qui fasse un recours massif au système. Ça nous semble pas très incitatif, et ça revient à faire financer par les petits employeurs du secteur les abus éventuels qui sont commis par les plus importants. Donc notre système se substituerait au système actuel pour avoir cette progressivité. Si, monsieur le rapporteur, il vous reste une question. Rappelez-nous le taux de cotisation. Vous dites 7%, c'est la part employeur. Je disais, la recommandation de la Cour ne vise que la part employeur, bien sûr. Vous avez observé que dans l'accord qui a été passé entre les partenaires sociaux, le problème que vous posez, qui est un problème délicat et qui se pose pour les intérimaires, n'est pas totalement résolu dans l'accord du mois de janvier, puisqu'il est renvoyé à une négociation au niveau de l'intérim. Et ce qui montre bien que cette solidarité tempérée que représente la variation des cotisations, quand on s'adresse à des populations qui sont des populations dont le contrat de travail n'est pas stable, c'est une question qui nécessite de la discussion entre les partenaires sociaux. Mais en même temps, je pense que cette solidarité tempérée, c'est une des voies qui peut permettre de mettre fin à la permittence. Par contre, vous n'évoquez pas, enfin on n'a pas évoqué pour le moment, des possibilités de plafonnement. Plafonnement des indemnisations ou déplafonnement des cotisations. Est-ce que c'est des pistes qui vous semblent envisageables ou... Oui, les deux pistes que vous évoquez sont des pistes envisageables, et s'il ne nous appartient pas de définir un mécanisme, mon sentiment est que si l'on veut continuer de faire vivre un régime spécifique, il faudra utiliser l'ensemble de ces mécanismes conjointement pour arriver à retrouver cette solidarité équilibrée que nous essayons d'encourager.
C'est une question là, puisque vous en êtes pris beaucoup aux techniciens. Est-ce que vous craignez, puisque vous avez fait plusieurs études, une dérive? Enfin, une dérive en termes quantitatifs, en termes de nombre de bénéficiaires Pardon, non, pour ce qui est de la dérive, hein, je crois que la Cour des comptes reconnaît hein, que les chiffres actuels du déficit sont stabilisés. Depuis 2007, on est autour d'1 milliard. Donc là-dessus, il n'y a pas de dérive. Hein. Il y a la poursuite d'une situation de déficit excessif, ce qui n'est pas c'est pas tout à fait la même chose. On peut reconnaître que le système aujourd'hui est un système qui connaît une certaine stabilité. Le rapporteur, monsieur. Sachant que la stabilité vient plus par rapport aux financeurs hein, des artistes, etc., puisqu'il y a moins d'argent pour tout ça, et qui fait que, in fine, ça réduit un peu la... Annie, pas de questions? Merci en tout cas. Messieurs, merci infiniment d'avoir été présents et de votre éclairage. Et à vous.